This is a unique phenomenon in human history. C'est une crise, comme vous l'avez dit, d'un genre très particulier parce que c'est la première fois dans l'histoire humaine que face à un danger mortel pour un certain nombre de gens, on a décidé d'arrêter l'économie. On est dans l'instant permanent. 300,000 people can die every day from hunger. C'est aussi aux citoyens de dire halte. Je suis surpris par l'obéissance des masses. The importance of forming judgments, the importance of saying, I will wait to see a transcript before I comment. Ces plaintes ont quelque chose de totalement indécent. The coronavirus has had an impact on humanity as a whole. Bonjour à tous, je suis Sophie Wiesenfeld, fondatrice de The Hexagon Society, un think tank franco-anglais pro-européen qui fait la promotion et la production d'événements culturels altruistes et responsables, afin de lutter, à notre petite mesure, par l'angle culturel contre l'obscurantisme, le populisme, le racisme et la menace contre la démocratie. Merci à vous, Patrick Poivre d'Arvor et Rose Améziane, d'avoir accepté de participer au lancement de Riposte. Dans ces temps et territoires incertains que nous traversons à travers cette crise sanitaire sans précédent, il faut se réinventer. Et vous avez tous les deux accepté ce défi de cette nouvelle aventure intellectuelle, de participer à Riposte, donc qui sont les nouveaux talks en ligne et en live au cours desquels nos internautes auront l'occasion d'assister à un débat inédit et de poser des questions pendant la conférence, et dont l'intégralité des bénéfices seront reversés à des œuvres caritatives qui aident les populations les plus démunies et les soignants face au coronavirus. En l'espèce, aujourd'hui, le talk sera pour la charity, BAB Charity pour les hôpitaux de Paris. Donc, j'encourage tous nos participants à lever la main ou à écrire des questions, sans masque et sans gants, parce que c'est quand même le slogan de Riposte. C'est une parole, une tribune libre, ouverte. L'idée m'est venue en discutant avec des amis écrivains, intellectuels de part et d'autre de la Manche qui se sont montrés indignés par le politiquement correctement appelé union sacrée, mais qui est en réalité une espèce de censure des médias. Et donc avec Riposte, j'ai voulu créer une nouvelle forme de parole libre, puisque je me suis dit qu'entre les approuveurs et les complotistes, il est resté de la place pour un débat démocratique, un débat engagé. Voilà, c'est le message de Riposte. Merci à tous et merci à vous Patrick, merci Rose et c'est à vous. Merci Sophie pour cette belle présentation. Et bien, écoute, je relève le défi avec grand plaisir et je ne cache pas effectivement mon plaisir d'interviewer M. Poivre d'Arvor. Alors, puisqu'il faut ne pas mettre de gants, je vais mettre les pieds dans le plat assez rapidement. Dès ma première question, à moi, je voudrais pointer, en tout cas me questionner sur la responsabilité des journalistes sur le traitement de cette crise sanitaire. Alors, on l'a vu sur les plateaux, même en radio, on a invité des médecins en tout genre, des médecins généralistes, qui nous invitaient essentiellement à respecter les gestes barrières. On nous expliquait la plupart du temps que c'était une bonne grosse grippette, que c'était assez éloigné, que le temps que ça arrive en France, on n'avait pas trop à s'inquiéter, qu'on avait un système aussi de santé qui tenait la route. Enfin, bref, on avait quand même un discours qui était assez minimaliste presque. Et on se rend compte au final que peu avaient étudié le virus, très peu savaient qu'il en ressortait. Et donc, du coup, je me demande si les journalistes n'avaient pas une forme de responsabilité, ne serait-ce que lorsqu'on se trompe d'interlocuteur, lorsqu'on ne propose pas aux téléspectateurs ou aux auditeurs le bon interlocuteur. Est-ce qu'en ça, on arrive toujours à avoir une forme de contradiction journalistique pendant la crise? Vous savez, Rose, on l'a bien vu depuis quelques années, disons 2-3 ans, on arrive à une forme de journalisme quelque chose qui n'existait pas avant. Très épisodiquement, vous aviez une fois par mois quelqu'un qui arrivait directement vous donner la bonne parole. Mais ça a été, on est passé d'un vide absolu à vraiment un air qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on peut avoir une blouse blanche, en gros, pour pouvoir
pouvoir être invité sur un plateau télévisé. Donc, on a invité des tas de médecins qui n'en pouvaient mais les pauvres. Les médecins généralistes, pour d'autres, ils n'étaient pas du tout spécialisés ni dans les infections, ni dans les virus. Et ce n'est qu'au bout de peut-être une semaine, 10 jours, on s'est concentré un peu sur les virologues et sur les immunologistes. Et en fait, dans un troisième temps, on s'est aperçu que ces gens-là, ils sont comme nous. C'est-à-dire qu'ils apprennent en marchant. Donc, le virus, ils ne le connaissaient pas. Ce coronavirus, ça existe. Il y a des formes de coronavirus qui existent déjà, mais très peu d'entre eux les connaissaient bien. Et s'agissant de celui-là, on est enfin tombé sur des gens qui ont le courage de dire « je ne sais pas » ou il faut vérifier. Est-on vraiment immunisé une fois qu'on l'a eu? Oui, apparemment, mais on a besoin de vérifier. C'est pour ça qu'on est arrivé sur une population qui occupait les plateaux, qui était une population de gens qui cactaient dans toutes les directions, et je pense que ça a beaucoup introduit la confusion chez ceux qui les écoutaient. C'est effectivement le cas. Alors, j'ai eu le sentiment qu'il y a eu un peu plus de retenue à partir du moment où on a commencé à avoir les morts, en fait. Mais tant qu'on n'avait pas, en fait, des décès, effectivement, vous le disiez assez justement, on a eu ces hordes de médecins qui n'en savaient pas plus et qui pourtant donnaient leur avis. Et c'était très perturbant, parce que moi-même, étant sur les plateaux, j'ai tendance à vouloir croire ce qu'on peut appeler un professionnel. Et plusieurs fois, j'ai pointé un discours qui n'était pas très cohérent quand on faisait en fait des duplex avec des gens qui étaient guéris, et que de l'autre côté, on nous expliquait que la réserve de médecins retraités arrivait et qu'on allait avoir quasiment une armée avec 40 000 hommes. Et j'ai posé plusieurs fois la question, mais pourquoi on fait un duplex avec quelqu'un qui est guéri, qui nous explique que ces symptômes étaient on va dire une grippe puissance 5, puissance 10, mais que de l'autre côté, il s'en était sorti et que toute sa famille aussi. Et à l'inverse, on avait 40 000 hommes qui arrivaient. Et que le discours pouvait être aussi très perturbant pour l'auditeur. Et je n'ai pas vraiment eu réponse. Et ça, je suis assez d'accord, c'est assez problématique au final. C'est-à-dire qu'est-ce que aujourd'hui, le journalisme, alors en crise sanitaire, mais déjà depuis quelques années, ne s'est pas transformé avec l'avènement des chaînes d'infos continues, comme on en connaît quelques-unes. Est-ce qu'au final, le métier de journaliste est toujours d'actualité, c'est-à-dire le fait de prendre une information, de la traiter, de la vérifier, d'enquêter et enfin de la diffuser? Est-ce qu'au final, les journalistes ne sont pas devenus des chroniqueurs, c'est-à-dire des commentateurs? Oui, c'est une question très intéressante parce qu'elle dépasse même largement la crise que nous connaissons actuellement sur le coronavirus. Comme vous avez des sortes de fils d'actualité, la guerre, vous aviez le fil AFP qui était vraiment la colonne vertébrale qui guidait un grand nombre de journalistes. Ça pouvait être l'AFP, ça pouvait être Reuters, ça pouvait être Associated Press, mais enfin, en gros, c'était ce qu'on appelait le fil AFP. Maintenant, vous avez une file permanente due justement au principe même de la télévision en continu, de l'information en continu, qui fait qu'il faut occuper l'écran quoi qu'il arrive. Et donc, pour occuper l'écran, parfois c'est capital parce qu'on est dans une actualité extrêmement chaude, mais évidemment, ça ne peut pas être le cas 24 heures sur 24. Donc, on remplit parfois avec du vide, hélas. Et le vide, ça peut être le vide du discours. Alors, vous avez soit ceux qui ne savent pas, mais qui parlent quand même, soit ceux qui ne parlent qu'avec l'intention de faire ce qu'on appelle aujourd'hui ce mot assez laid, qui est le buzz. Voilà. Donc, parce que je vais crier un peu plus fort que mon voisin, je vais être davantage écouté et je vais être peut-être repris. Donc, voilà, ça va faire toute une espèce de ligne qui va faire que derrière, dans l'heure qui suivra, dans l'émission qui suivra, on interrogera les gens sur ce qu'ils venaient de se dire une heure auparavant de la part de chroniqueurs dont la spécificité est parfois douteuse. Vous savez, dans cette affaire, il faut vraiment qu'on fasse preuve les uns et les autres, les scientifiques, les politiques bien sûr, mais les journalistes aussi, d'humilité. On n'est pas des grands spécialistes de ce virus.
Et quand j'entendais tous les gens qui donnaient leur point de vue sur le traitement miracle du docteur Raoult, du professeur Raoult, c'était quand même impressionnant. Qu'est-ce que les gens savent de ce médicament? Ils savent ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'était un antipaludéen qui était assez efficace pour cette maladie spécifique. Ils n'en savent pas davantage. Lui est un homme que je reconnais, et que la communauté scientifique reconnaît d'ailleurs, mais que des gens soient interrogés, notamment dans les sondages, on entendait 58% des Français sont pour la chloroquine. Qu'est-ce qu'ils en savent, franchement? Il faut voir. Moi, j'ai interrogé un de mes amis qui, justement, avait travaillé à Marseille avec le professeur Raoult. Ça m'a intéressé d'avoir son avis. Mais avant d'exprimer le mien, je pense qu'il faut qu'on soit très humble, comme je le répétais tout à l'heure. C'est-à-dire que on écoute tous les points de vue, mais si possible, les points de vue de gens qui sont compétents et pas uniquement des gens qui ouvrent la bouche pour parler. Et justement, comme on est un petit peu dans une France post-gilet jaune où on recherche un peu le héros, le contre-pouvoir, et c'est vrai que le professeur Raoult c'est un peu affirmé face au gouvernement qui ne voulait pas valider effectivement son traitement. Il y a aussi les journalistes qui, un peu bousculés par les réseaux sociaux, sont en quête de buzz ou en tout cas du scoop à minima. Est-ce que tout ça, entre les thèses complotistes et ces formes de héros du nouveau genre, au final, ne transforme pas complètement aussi le métier de journaliste, au-delà de l'humilité que certains devraient avoir? J'ai le sentiment quand même qu'on cherche un messie, qu'on a envie de montrer qu'on était au courant aussi un petit peu de tout ce qui se passe un petit peu sur les réseaux et qui est en train de bouillonner. On a peur de passer en tant que journaliste peut-être un peu à côté du phénomène. Et Raoult est devenu en fait un phénomène sur les réseaux sociaux et les journalistes se sont sentis un peu obligés de s'en saisir. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, évidemment. Alors bon, là c'est intéressant parce qu'il s'agit de quelqu'un qui connaît super bien son sujet. L'immunologie, c'est sa spécialité. On peut discuter de son protocole, ce qu'on appelle le protocole, c'est-à-dire savoir si justement il y a eu suffisamment d'études comparatives entre des patients qui ont reçu de la chloroquine ou pas. On peut discuter de plein de choses, mais on ne peut pas discuter de ses compétences médicales. En revanche, sur le net, sur les réseaux sociaux, sont apparus un nombre invraisemblable de sottises qui parfois sont des sottises gravissimes. Là, si on veut faire une vraie belle enquête journalistique, parce que je suis d'accord avec vous, le journalisme, c'est pas que de suivre ce qui se dit et de répéter ou juste de commenter ce qui vient de se dire à la seconde. Il faut faire des enquêtes parallèles. C'est quand même ça notre métier. Notre métier, c'est, parfois on dit c'est un quatrième pouvoir, moi je préfère dire c'est un contre-pouvoir. Bon, les hommes politiques font ce qu'ils veulent et ils nous disent ce qu'ils souhaitent et puis c'est bien comme ça. Mais nous, on est là justement pour faire des études et des enquêtes de fond. Donc, dans ce qui m'intéresse directement, personnellement, en tant que citoyen, il y a le fait de savoir quand ce virus est vraiment apparu. Est-ce qu'il n'est apparu qu'en décembre, comme nous le jurent les Chinois? Est-ce qu'il a fait que si peu de morts, comme ils nous l'affirment? Bon, on a bien vu qu'il y a 2 jours, ils ont réactualisé leurs chiffres et on n'est pas obligé de les croire sur parole. Et puis surtout, est-ce qu'il est vraiment apparu sur ce marché animal de Wuhan ou est-ce qu'il est apparu dans un des 2 laboratoires qui se trouvent à Wuhan? Il y en a un qui a été l'objet de plein de thèses qui venaient essentiellement des complotistes, puisque c'était un laboratoire qui avait été financé en partie par la France. Mais il y a un autre laboratoire, et ça, on l'a beaucoup moins évoqué, qui se trouve à peine à 300 mètres de ce marché des animaux sauvages, qui, lui, a travaillé notamment à un moment donné sur les chauves-souris. Et il n'est pas impossible qu'il y ait eu, non pas création de ce virus, mais qu'il y ait eu
fuite, une mauvaise manipulation. Donc ça, c'est le travail des journalistes que d'essayer de le savoir. C'est pas la diplomatie qui va nous y aider, c'est pas les hommes politiques qui vont nous y aider. Donc pour moi, là, c'est capital d'aller chercher cette information. Alors, vous parliez justement, Patrick, de contre-pouvoir. Alors, on l'a vu dans la presse étrangère, certains dirigeants, présidents, se sont confrontés directement à des conférences de presse avec de nombreux journalistes. Et en France, nous avons eu un président qui a fait quelques allocutions, mais il ne s'est pas confronté directement aux journalistes. Et lorsqu'on voit effectivement la ligne éditoriale ou le traitement médiatique de certaines émissions, on a le sentiment quand même que cette union sacrée, cette union nationale a un petit peu aseptisé, pour ne pas dire anesthésié, le sens critique des journalistes. Alors, est-ce que le fait qu'il n'y ait pas eu de conférence de presse en direct avec des journalistes, mais qui posent de manière frontale, tant sur la gestion de la crise et puis aussi sur les actions à venir, est-ce qu'on peut toujours dire qu'en période de crise, le journaliste, ou en tout cas le journalisme, est toujours un contre-pouvoir? C'est assez malheureux, mais il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de failles en ce moment. Ça me frappe. On voit des gens qui interrogent, ça c'est incontestable. Le fait que ce soit à distance maintenant rend la chose encore plus compliquée. J'ai vu deux interviews comme ça d'Édouard Philippe, de Matignon. C'est à distance, donc il n'y a pas le punch qui fait qu'immédiatement vous pouvez tout de suite rebondir sur une question dont la réponse vous paraît insatisfaisante. Donc ça n'aide pas. C'est technique, mais c'est quand même. Et puis c'est notre boulot que de continuer à aller, y compris dans cette période qui est une période difficile, à les titiller. Nous, l'union sacrée, pardonnez-moi, mais c'est pas notre problème. C'est le problème des politiques. Ils adhèrent ou ils adhèrent pas à cette idée. Nous, la responsabilité, c'est une chose très importante. Les journalistes doivent faire preuve de responsabilité. Ils ne doivent pas inviter des irresponsables ou des gens qui ne s'y connaissent pas. Et ils doivent évidemment essayer de confronter les thèses et surtout de les recouper. Mais on n'est pas là pour dire, ben voilà, on va adhérer à tout ce qui va nous être dit. Non, il y a eu des injonctions suffisamment contradictoires pour qu'on s'interroge. Pourquoi est-ce que on nous dit il y a quelques semaines que le masque n'est pas obligatoire et qu'on va peut-être pas obligatoire, pas utile même, nous disait-on. Et c'était pas n'importe qui nous disait ça, c'était la porte-parole du gouvernement. Et puis que peut-être que demain, on va apprendre que ce masque, on va être obligé de le porter. Pourquoi est-ce qu'on ne nous dit pas tout de suite que le stock n'existe plus? Pourquoi ne nous dit-on pas que voilà, qu'on n'en a pas et qu'on n'a pas la possibilité de les fabriquer en temps utile et qu'on va arriver seulement à une vraie capacité dans un mois et demi. Tout ceci n'a pas été dit et c'est l'œuvre des journalistes que d'aller chercher, comme le disait Albert Londres, donc la plaie, on est là un petit peu pour la titiller, même si ça ne fait pas plaisir à tout le monde. J'avais une autre question qui concernait un petit peu le traitement journalistique, mais à travers les citoyens. Alors, effectivement, on parle d'union nationale et d'union sacrée nationale qui concerne les politiques, voire même les citoyens. Mais à l'inverse, on a le sentiment quand même qu'on avait un traitement médiatique différent en fonction des citoyens, et notamment en fonction de là où ils habitaient. Alors, on le sait, les inégalités sociales existent avant les crises sanitaires et elles sont presque exacerbées lorsqu'une crise sanitaire arrive. Mais alors, du coup, même si on a tous conscience que chacun ne vit pas le confinement de la même manière. Est-ce que le journaliste n'a pas participé aussi à diviser les citoyens? J'entends par là, lorsqu'on avait, par exemple, des traitements médiatiques sur le non-respect du confinement. On voyait que en ce qui concernait les Parisiens, on expliquait que ces Parisiens n'avaient pas résisté à l'appel du soleil et allaient dans les parcs se promener. Et à l'inverse, on expliquait que dans certains quartiers, notamment des cités, on avait une forme d'indiscipline, voire de rébellion. Est-ce qu'on peut entendre que lorsque le président appelle à l'union nationale, que les journalistes, eux, gardent un peu leur ancien réflexe, j'ai presque envie de dire leur logiciel,
de traitement où, au final, on a toujours la même manière de traiter l'info? Vous savez, Rose, ça tient beaucoup à l'origine sociologique des journalistes. On le sait, dans les écoles de journalisme ou à la faculté, il y a évidemment très peu de gens qui sont issus soit de ces quartiers dont vous parliez, soit de ces cités sensibles. Et donc, il y a une forme, ils vivent entre eux, pour un grand nombre d'entre eux, et donc peut-être qu'ils ont tendance à aller voir, mais c'est pas du tout parce qu'on les a obligés à le faire, mais c'est simplement parce que c'est leur habitude. Ils ont tendance à reproduire les schémas de ce qu'ils voient autour d'eux. C'est fort possible. Et pour moi, il y a une chose qui est très importante dans notre métier, c'est qu'on ne doit absolument pas stigmatiser. On n'est pas là pour stigmatiser ou pour affronter ou pour créer des conditions de clash entre les hommes ou les femmes, entre le service public ou le service privé, comme ça s'est passé tout récemment, peu de temps avant les problèmes que nous rencontrons actuellement. Il y a un peu trop de désir de la part d'un certain nombre de journalistes de créer des conditions d'affrontement qui, hélas, sont souvent artificielles. Et alors du coup, comment retrouver justement un journalisme noble aujourd'hui, en pleine crise, et puis aussi l'après, parce que j'ai le sentiment que ou alors on va tourner au règlement de compte, ou alors on restera peut-être toujours dans cette manière de vivre le journalisme, ce qui est un petit peu décevant. Alors déjà, moi j'avais le sentiment qu'en temps normal, il fallait attendre les grandes enquêtes de scandales politiques pour avoir presque un vrai journalisme d'enquête. Mais est-ce que le journaliste a encore de beaux jours devant lui? Est-ce que le... Non, mais je crois que... c'est très conjoncturel. Je crois qu'il y a énormément de journalistes qui font super bien leur boulot actuellement. C'est quand même parmi les gens de la population qui continuent à être indispensables et qui, d'ailleurs, pour ça, bénéficient des autorisations nécessaires de circulation. Donc, le travail, il est fait, je l'entends souvent sur les chaînes, à la radio, à la télévision et dans la presse écrite, il est fait très souvent remarquablement. Mais il faut pouvoir se dire qu'on n'est pas la voix de la France, comme disait Georges Pompidou. La voix de la France, c'est en effet le président de la République, c'est le gouvernement, mais nous, on n'est pas là pour être juste les haut-parleurs de ces gens-là. On est là pour aussi les mettre face à leurs contradictions. Et j'espère que la sortie de crise nous permettra d'éviter ce qu'on a évoqué tous les deux, c'est-à-dire cet affrontement, cette mosaïque d'une France qui n'est pas très bien avec elle-même. On le voit bien, elle n'est pas très bien avec ses élites, elle n'est pas très bien avec les gens qui la dirigent, puisque actuellement il y a, on le voit bien dans les codes de confiance, très impressionnants. Là, on se retrouve avec Sophie qui est à Londres. Mais à Londres, Boris Johnson est très populaire malgré les mouvements assez erratiques de son choix vis-à-vis du coronavirus. Angela Merkel est très populaire en Allemagne. Aujourd'hui, l'exécutif français n'est pas extrêmement populaire. On a vu des comparaisons là dans le Monde hier, genre à 35%, un socle de 35% d'adhésion dans une crise pareille, c'est pas énorme. Hein. Ça veut dire l'extrême fragilité de notre pays. Donc des journalistes, on les a évoqués là tout à l'heure, et des hommes politiques. Donc ça veut dire la grande méfiance que les gens, les citoyens ont vis-à-vis de ces deux corporations qui sont quand même évidemment importantes dans une situation comme celle-ci. Oui, mais le journalisme est censé être le rempart justement au populisme, et on a le sentiment quand même que depuis, je vais dire quelques semaines, mais même depuis quelques mois, qu'il participe parfois justement à mettre en avant les troubles faits et peut-être leur donner un écho bien au-delà de ce qu'ils imagineraient. Donc, je pense que c'est pas volontaire de la part des journalistes, ça dépend des médias bien sûr, mais ils se laissent emporter. Ils se laissent emporter parce que c'est
voilà, c'est une vague séduisante, donc le plus gueulard se fait écouter, évidemment. Et puis aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais on est dans l'instant permanent, dans l'instant. Ce qui s'est dit il y a une demi-heure, Olivier Véran vient de dire ceci, Édouard Philippe cela, le professeur Salomon quelque chose d'autre. Et l'instant, c'est bien, mais ça suffit pas. Moi, je pense que c'est capital de rappeler aux gens qu'il y a eu naguère des épidémies majeures. On va pas remonter forcément à la peste noire ou même au choléra qui avait ravagé l'Europe, et en particulier la Provence en 1850, c'était pas si longtemps. Hein. La grippe espagnole, on l'a répété, des dizaines de millions de morts, mais il n'y a pas si longtemps encore, 1957, vous avez une grippe qui s'appelait la grippe asiatique, à peu près comparable à ce qu'on vit. Il y avait eu 4 millions de morts en Europe, 4 millions de morts, je crois, dans l'ensemble du monde. Et 100 000 en France. 100 000, c'est quand même énorme. On en parlait extrêmement peu. On n'allait pas en tenir responsable le président de la République de l'époque. 12 ans après, vous avez eu une autre grippe qui arrivait de Hong Kong. C'est une forme de réplique de la précédente. Là aussi, plus de 30 000 morts en France. Donc c'était et très peu de titres dans les journaux. Donc on peut répéter quand même qu'il y a eu naguère le SRAS, il y a eu le MERS, il y a eu plein d'épidémies qui ont fait d'ailleurs que tous les pays qui entourent la Chine s'en sont beaucoup mieux sortis que les autres parce qu'ils avaient été immunisés, entre guillemets, parce qu'ils avaient vécu tout récemment, en 2003, en 2009, en 2012. Et Singapour, la Corée du Sud en ont tiré un bénéfice incontestable. Alors, Dernière question. Alors, on a quand même une forme de blast journalistique, puisque le coronavirus a été une forme de raz-de-marée dans les infos, mais pourtant, il se passe quand même autre chose dans le monde et aussi en France. Est-ce que c'est sain d'avoir du coronavirus systématiquement dans toutes les émissions moi, je l'ai vu, les audiences ont explosé. Enfin, je vois les chaînes d'infos en continu qui sont déjà des millions de téléspectateurs ont doublé. Enfin, c'est juste des chiffres astronomiques. Est-ce que c'est sain d'avoir une unique information ou un unique sujet, même si on a conscience effectivement qu'au vu de la crise sanitaire, c'est important. Mais est-ce qu'on ne passe pas aussi parfois à côté du reste, ce qui pourrait nous amener peut-être un peu plus de réflexion et d'analyse aussi, d'avoir d'autres sujets? Bien sûr, évidemment qu'il se passe des tas de choses, des horreurs dans le monde ou d'autres phénomènes qui devraient être analysés et au moins présentés à la télévision, à la radio et dans la presse écrite. Je pense que c'est pas une bonne chose de tout focaliser sur ce drame, qui est un drame majeur, qui est c'est pas non plus la guerre qu'on nous a présentée. Puis, faut rappeler quand même que on est là pour tout dire tout ce qui se passe un peu partout dans le monde. Et le monde ne se limite pas au drame du coronavirus. Moi, je suis un peu inquiet. J'ai écouté, par exemple, la prise de parole de André Comte-Sponville, qui est un philosophe qui est très intéressant. Il dit ce que vous venez de dire à l'instant. C'est-à-dire que à force de focaliser notre attention sur ce seul drame que nous vivons actuel, évidemment, on a tendance à oublier tout ce qui se passe par ailleurs, mais aussi on a tendance à estimer que c'est la fin du monde, et puis à modifier complètement notre rapport à la mort. La mort fait partie, hélas, de la vie. Mais là, aujourd'hui, on l'avait repoussé, la mort, on la cachait. Et là, tout d'un coup, elle nous explose à la figure. Et ce décompte macabre qui est fait tous les soirs par le directeur général de la santé pour nous dire que ça y est, voilà, on est en train de rattraper l'Italie qui peut être battue par l'Espagne, qui va être peut-être doublée par les États-Unis, c'est pas très sain, franchement. Et on est tous là à suivre ça comme une forme de résultat sportif. Et il faut faire vraiment attention au type de rapport que ceci peut induire. Eh bien, merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Je vais laisser la parole à Sophie qui va interroger les auditeurs ou les téléspectateurs que nous avons actuellement sur le webinaire. Merci infiniment. C'était un plaisir de vous poser des questions et d'échanger avec vous. Merci Rose, merci beaucoup. Merci Rose. Alors, les questions de nos participants.
Alors, Michel, à l'heure des chaînes d'information en direct, est-ce que les journalistes ont le temps de vérifier leurs sources et faire un vrai travail de recherche, ou est-ce la course au scoop, ce qui laisse passer des fake news? Alors, normalement, non. Il ne faudrait pas qu'il en passe. Et si vous regardez bien, dans le tamis, finalement, beaucoup de choses sont rejetées, heureusement. Et en revanche, les réseaux sociaux, là, évidemment, pullulent d'informations de toute nature, plus ou moins vraies, ou alors pas vraies du tout, ou même carrément complotistes, parce que ce qu'on appelle un fake news, on pourrait appeler en français d'ailleurs un Fox, par exemple, c'est quelque chose, c'est une fausse nouvelle, mais délibérément donnée. Il y a des gens qui donnent des fausses nouvelles, voilà, on n'était pas au courant, puis après on rectifie. Ça m'est arrivé dans mon métier, bien évidemment. Mais là, le désir de créer de la fausse nouvelle, bon, ben, aujourd'hui, ça pullule et ça pullule beaucoup aux États-Unis, par exemple. Vous voyez tous les gens, les platistes, ceux qui sont persuadés que la Terre est plate, mais ils ont une tribune incroyable. Et c'est invraisemblable qu'on puisse leur permettre de parler. Pardonnez-moi d'être à ce point dictatorial, mais je trouve que c'est très séduisant, les gens sont excités par cette idée, et donc à partir de là, ben voilà, ça vagabonde. Ceux qui disent, par exemple, pour revenir à notre affaire, que le virus a été créé artificiellement par l'homme, notamment dans ce laboratoire de Wuhan, auquel je faisais allusion. Ces gens-là sont irresponsables, parce que c'est impossible techniquement. Voilà, il suffit d'interroger les scientifiques, ça ne se crée pas ex nihilo. Il faut qu'il y ait une circulation par un animal. Donc, les journalistes sont là pour vérifier, recouper, comme vous le dites, et c'est pas indispensable de se précipiter à la télévision ou à la radio pour dire, voilà, je viens d'apprendre que ceci. Non, on vérifie d'abord, et puis une demi-heure après, on verra bien où on donne les deux points de vue, mais sans affirmer. Il faut avoir, comme je le disais au tout début de cet échange, quand même, plus d'humilité qu'on en a, et évidemment beaucoup de rigueur. Merci, Patrick. Alors, Jean-Paul nous pose la question suivante. Comment fait-on en tant que journaliste pour relayer des informations qui viennent de Chine si on sait pertinemment qu'elles sont fausses? Moi, je crois qu'il y a d'abord une façon de dire les choses qui n'est pas extrêmement compliquée. Plutôt que de dire il y a eu 4500 morts en Chine de ce virus, puis encore en Iran, à peine 5000, etc. Alors, je suis absolument persuadé que c'est beaucoup plus. On dit selon les autorités chinoises ou selon les autorités iraniennes, il y a ceci ou cela, ou tant et tant. Donc, c'est déjà important, vous savez, c'est ce petit codicile qui fait que, bon, on prend de la distance vis-à-vis de l'information. Même chose sur les comparaisons de chiffres. De pays à pays. Très souvent, il se trouve qu'en France, vous le savez, on a réintégré les EHPAD, mais relativement récemment, hein, dans le décompte macabre et funèbre dont je parlais tout à l'heure, et c'est quand même plus de 8000 ou 9000 personnes dans ce décompte-là, c'est important. Mais il y a des pays où on ne les compte pas, tout ce qui se passe dans les EHPAD, ou en tout cas dans les maisons de retraite, comme on les appelait naguère, n'est pas intégré. Donc tout ça, il faut toujours dire selon Washington ou selon le gouverneur de New York, il peut avoir un avis différent, ou selon l'hôpital de Wuhan ou de Bergame. Voilà, c'est déjà important ça de dire, de montrer la petite distance que nous avons vis-à-vis des autorités. Parce que vous avez des autorités qui font de la propagande, incontestablement. Ce qu'on disait tout à l'heure sur les Chinois, c'est quand même assez passionnant de voir qu'on va transformer un pays qui nous a envoyé, même sans le faire exprès bien sûr, mais qui nous a envoyé ce virus, on le transforme en pays qui sauve les autres, parce qu'il envoie des containers et des cargos, des avions cargos pleins de masques. Et ça, c'est évidemment le désir des Chinois. On peut avoir, nous, un désir différent, de montrer ce que sont les stratégies des uns des autres. Merci. On a une question de Rafik qui a déjà été abordée, mais je vais quand même la poser. Bonjour, Monsieur Poivre d'Arvor.
La crise du Covid-19 n'a-t-elle pas définitivement confirmé la vacuité des JT, des chaînes de la TNT? On ne traite pas l'essentiel, mais l'on veut faire que du sensationnel. Alors, l'essentiel, non, on ne peut pas dire ça, parce que l'essentiel, il est abordé, notamment à travers la crise que l'on connaît. Mais en effet, assez souvent, on va vers le plus excitant. Et l'excitant, par nature, c'est la représentation de la mort, comme je le disais tout à l'heure. Vous mettez une morgue sur un parking à Mulhouse, et évidemment, tout de suite, il y a une forme d'impression qui va être donnée, distribuée, envoyée, peut-être pas volontairement, mais qui va créer un climat anxiogène pour les gens qui regardent. Alors qu'en fait, on n'est pas là pour ni sonner le tocsin, ni dire vous inquiétez pas, c'est une grippette, etc. On ne sait pas là notre boulot. Notre boulot, c'est de dire voici ce que pense la communauté scientifique, voilà ce que sont l'état et puis voilà les choix que font tel ou tel gouvernement vis-à-vis du drame que l'on vit actuellement. Merci. Alors, Ron, beaucoup comparent la crise du Covid à une guerre, notamment le président Macron. Est-ce que la comparaison vous paraît pertinente? Je disais tout à l'heure que ça m'avait gêné. Vous aurez remarqué que dans sa dernière allocution, il n'avait plus du tout le même ton. Il n'employait plus ce ton martial, d'une part, et que deuxièmement, on ne peut pas faire cette comparaison. Parce que il n'y a pas le désir de quelqu'un. L'ennemi, bien sûr, il est invisible, il est dans l'air ou il est dans les gouttelettes qu'on peut recevoir de tel ou tel, mais l'ennemi n'a pas été désiré par un pays quelconque. Et puis, rappelons-nous aussi ce qu'est une vraie guerre, quoi. Et là, ce que nous avons vécu, nous, par 2 fois sur notre sol, en 14-18 et en 39-45, c'était quelque chose de violence terrible. En revanche, on peut regarder la manière dont les gens ont réagi après. Très intéressant de savoir ce qui s'est passé après 14-18. On est tombé sur les années folles, une espèce d'étourdissement général de gens qui voulaient oublier et qui, évidemment, ne se rendaient pas compte que 30 ans plus tard, ça allait recommencer. 20 ans plus tard, ça allait recommencer. Et avec quelle violence en 1939. Donc, on peut on peut faire cette comparaison-là, mais je crois que, enfin, moi, je suis pas pour les comparaisons guerrières à tout bout de champ. Il faut quand même que on sache raison garder et qu'en revanche, on fasse appel à la responsabilité des gens, qui est très grande d'ailleurs. Contrairement à ce qu'on a dit, où on a stigmatisé, Rose le rappelait tout à l'heure, certaines populations, etc. Globalement, les Français, qu'on disait un peuple très gaulois, justement, indiscipliné, etc., les Français ont été, se sont bien tenus dans ça. Merci. Alors, Emmanuel, que pensez-vous au final de cette stratégie du confinement strict? Avons-nous eu raison de l'appliquer ou bien aurions-nous dû faire comme nos voisins suédois, par exemple, et jouer la carte de l'immunité collective? Alors, vous aurez remarqué que tous ces pays qui se sont lancés dans l'immunité collective, pour certains d'entre eux, sont revenus en arrière. C'est le cas notamment des Anglais. Vous le savez, c'était un peu l'idée de Boris Johnson au départ. C'était on va créer cette immunité. Il y avait des chercheurs anglais qui disaient voilà, il va y avoir tant de morts, mais après le peuple britannique sera immunisé. Bon, ils sont revenus dessus, pas uniquement parce que Boris Johnson a attrapé cette fichue maladie. Les Suédois, vous savez, il y a un débat terrible en Suède en ce moment parce que ils s'aperçoivent qu'à leurs frontières, les Norvégiens, les Finlandais, les Danois ont des chiffres bien moins impressionnants que les leurs. Et il reste le cas néerlandais qui a fait un petit peu cette stratégie de l'immunité collective, mais qui avance à tâtons quand même. Donc, je veux dire, c'est plus tard qu'on fera vraiment les comptes, mais finalement, regardez aussi ce qu'a fait Donald Trump aux États-Unis. Au départ, c'était ça son idée. C'est pas important, vous allez voir, il va y avoir 14 morts, 15 morts, puis après ça va redescendre, etc. Aujourd'hui, ils sont à plus de 30 000 morts. Donc, je pense qu'il est trop tôt pour pouvoir juger ça. Évidemment, l'idéal de l'idéal,
c'eût été les tests immédiatement, si on avait su de la part des autorités chinoises notamment, à quel moment le virus s'était développé, des tests un peu partout, comme ça s'est pratiqué beaucoup en Corée du Sud, ça aurait été capital, parce que là, vous pouvez tester et vous pouvez isoler non pas les porteurs, la population saine, mais les gens qui sont porteurs du virus. Mais bon, ça a été trop tard pour à peu près tous les autres pays. Merci. Une question des États-Unis. De Michael. Toujours sur le sujet de la qualité du contenu, comment expliquez-vous que les médias online ne soient pas légiférés de la même façon que les programmes TV avec le CSA? Comment expliquer qu'il soit possible de tout dire online sans aucune responsabilité du média online qui le diffuse? C'est une très bonne question parce que c'est capital. C'est capital parce qu'aujourd'hui, vous avez beaucoup de gens qui notamment les adolescents, une population plus jeune, qui ne s'informent que grâce aux réseaux sociaux, qui regardent beaucoup moins les journaux télévisés et qui n'a pas du tout cette même culture de la vérification, du recoupement. Et donc, c'est un problème majeur. C'est un problème d'autant plus majeur que, puisque la question vient des États-Unis, on ne peut pas dire que l'exemple qui vient d'en haut soit extrêmement pertinent, qu'un Donald Trump résolve à peu près tous les problèmes, celui-là comme tous les autres, par des tweets de 240 signes. Moi, je trouve ça inquiétant pour juste l'évolution de la pensée. Et c'est même pas un jugement politique, c'est un jugement sur comment peut-on décider que en quelques secondes, quelqu'un va immédiatement poster sur l'ensemble de la planète un petit nombre de caractères qui va résumer une pensée qui normalement devrait être plus complexe. Autre question, merci. On a l'impression que dans les médias, c'est les scientifiques qui ont pris le pas sur les politiques. N'est-ce pas dangereux de véhiculer cette idée que ce sont les scientifiques qui mènent la barque? Vous savez, on dit toujours que gouverner, c'est prévoir. Ça, c'est incontestable et c'est quand même pour ça qu'on élit nos gouvernants. C'est pour qu'ils prévoient l'avenir. Mais on dit aussi que gouverner, c'est choisir. Et choisir, c'est dire, à un moment donné, j'ai écouté plein d'avis et je décide que la réouverture des classes progressives va avoir lieu à partir du 11 mai, par exemple. C'est pour ça que les hommes politiques existent. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas ceux qui font en permanence de la politique bashing, qui sont tout le temps en train de dire non, ce sont des gens responsables. Ils font des choses parfois ne me plaisent pas du tout, ou souvent ils ne me plaisent pas, mais au moins ils sont des gens responsables. Et on ne peut pas transférer leur responsabilité à celle des seuls scientifiques, d'autant qu'on s'est très vite rendu compte que les scientifiques eux-mêmes, entre eux-mêmes, n'étaient pas d'accord sur tout. Merci. Alors, une autre question. La majorité des virus viennent de ces marchés d'animaux en Chine. Pourquoi aucun gouvernement ne demande à la Chine de fermer ces marchés d'animaux? Vous aurez remarqué qu'à chaque fois qu'on demande quelque chose à la Chine, elle répond d'une manière très, très désagréable. Ils n'aiment pas beaucoup qu'on empiète sur leur souveraineté. Sur ce sujet-là, comme sur beaucoup d'autres, et notamment sur le climat, où ils ont mis beaucoup, aujourd'hui encore, on peut dire qu'ils traînent, ils ont des pieds de plomb pour faire appliquer notamment l'accord de Paris. C'est pas facile, mais il faut bien qu'un jour, oui, on s'y résolve. C'était évident. Ces marchés sont dans des conditions sanitaires épouvantables, donc il devrait y avoir une norme internationale. Mais en revanche, puisque vous parlez de la Chine, moi je pointe aussi la responsabilité qui a été très grande de l'OMS au tout début, du directeur général de l'OMS notamment, qui a emboîté le pas à la position officielle chinoise pendant très longtemps, avant de reconnaître qu'enfin c'était une pandémie. Il nous a dit que tout était sous contrôle et qu'il n'y avait pas de problème et que les Chinois les avaient assurés que tout était absolument sans danger. Je pense que ça c'est très grave parce que l'OMS c'est une organisation très importante qui est vraiment très utile dans le maillage mondial et son directeur général s'est assez gravement engagé en répétant cette doxa chinoise officielle pendant les premières semaines.
Une autre question. Pourquoi n'y a-t-il pas eu de consensus européen ou mondial sur la guerre contre le virus? Car on voit certains pays européens qui ont nettement bien réussi, si on peut parler ainsi. C'est Marc qui pose cette question. Oui. Mais évidemment, vous savez, moi je crois beaucoup en l'Europe. C'est super décevant de voir qu'on a été tous en ordre de bataille différent, quoi. Et alors évidemment, vous savez que notamment chez les économistes, on a l'habitude de dire, les économistes germaniques notamment, ils ont l'habitude de dire avec un petit peu de mépris, ils parlent du Club Med. Quand ce qu'ils appellent le Club Med, c'est la France, c'est l'Italie, c'est l'Espagne. Il se trouve que voilà, trois pays qui se retrouvent à peu près dans le même bilan sanitaire, en tout cas de mortalité, assez grave, alors que à l'est du Rhin, bien sûr, l'Allemagne, mais pas que l'Allemagne, l'Europe centrale s'en tire beaucoup mieux. Et c'est sûr que quand vous avez un organisme aussi important que l'Europe, c'est pas uniquement pour distribuer des subventions, des choses. Si vraiment ils avaient pu créer quelque chose de peu plus efficace, il ne peut pas y avoir un ministre européen de la santé, mais il pourrait y avoir un organisme qui soit beaucoup plus coordonné et qui permette, je pense qu'on aurait évité un certain nombre de morts et de mouvements erratiques s'il y avait eu cette coordination européenne au moins. Merci. Alors nous allons prendre 3 dernières questions. Julie de Londres. Est-ce que votre acolyte, le président Chirac, aurait réagi différemment par rapport à Macron face à une telle crise? Vous voulez dire l'acolyte des Guignols de l'info, là, j'imagine. Oui. Non, je pense, si vous voulez, sur ces sujets, vous voyez, moi je pense il faut poser les questions qui sont vraiment les questions capitales sur le nombre de masques, sur le nombre de tests, sur tous ces sujets, sur la tenue ou pas du premier tour des élections municipales, qui a quand même été assez dramatique, parce que outre le fait qu'il y a eu beaucoup d'assesseurs et de maires touchés ce fameux 15 mars, il y a eu surtout le sentiment qu'on pouvait tout faire. Donc, les gens se promenaient, bien sûr, ils allaient faire leur jogging. On montrait du doigt les joggers, mais puisqu'on venait de leur dire qu'ils avaient le droit de voter, c'était pas du tout, tout ceci était assez contradictoire. Et par ailleurs, on savait bien qu'en organisant ce premier tour, il n'y aurait pas de deuxième tour. Parce que ça, au plus, on pouvait passer pour le dimanche, mais on ne passerait pas pour le dimanche suivant. Donc ça, pour moi, ça serait quelque chose, une question à poser à nouveau au président de la République. Mais globalement, ce gouvernement, il s'est complètement mis dans la bataille. Je crois que tous les gouvernements précédents auraient fait la même chose. D'ailleurs, Emmanuel Macron a plutôt beaucoup consulté, y compris son prédécesseur immédiat, avec lequel il entretient des relations assez fraîches, François Hollande, mais il a consulté aussi Nicolas Sarkozy, etc. Bon, il a essayé d'être le plus large possible. Vous savez, ces choses-là se jouent à 2 jours près, souvent, hélas. Merci. Anissa de Londres aussi. Bonjour. Est-ce que les médias ont joué leur rôle de déclencheur d'alerte dans la crise du Covid ou se sont-ils aussi réveillés trop tard? Quand je parlais d'humilité au tout début de notre petite conférence, bien sûr, je pensais à ça. Il faut aussi on ait l'humilité de reconnaître qu'au départ, les médias étaient plutôt rassurants. Un grand nombre de ceux qui souhaitaient les plateaux de télévision, que ce soit des médecins ou des journalistes, disaient « Ah oui, mais quand même, pas que la grippe saisonnière fait quelque chose comme 10-15 000 morts, voilà, c'est peut-être une grippette, ou certains d'entre eux essayaient de relativiser pour pas affoler les populations. Hein. Donc, dans un premier temps, il y a eu peut-être un petit peu trop oui, c'est ça, une tentation d'essayer de calmer le jeu. Et puis après, dans un deuxième temps, en revanche, là, on en rajoutait beaucoup sur les drames individuels et collectifs, créant le climat d'anxiété dont je vous parlais à l'instant. Écoutez, j'ai trouvé ça remarquable comme intervention. C'était vraiment pour le coup la vraie parole libre que j'attendais, que j'avais imaginée quand j'avais
pensé à faire ces webinaires, quand on a discuté avec Rose au tout début de cette initiative. Donc, je vous remercie, Patrick, pour cette performance. J'espère que vous avez aimé le format aussi. C'est assez inédit. En tout cas, vous étiez... Merci pour l'initiative, parce que l'initiative, elle est très importante. On a beaucoup parlé des journalistes, on a parlé des hommes politiques, etc. Mais les citoyens doivent s'approprier aussi l'information. L'information, elle appartient à tout le monde. Donc, je pense que c'est une bonne chose parce que on crée des formats nouveaux, comme celui que vous créez audacieusement avec Rose. Là, bravo, félicitations. Merci à tous, les internautes, à Patrick et à Rose, et à très bientôt. À très bientôt. On va commencer à dire au revoir par on quitte la réunion. Merci beaucoup, Sophie. Merci, Patrick. Au revoir. Merci, Patrick. Merci, Rose.